Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce webinaire destiné à la première ligne d'aide et de soins, qui est un moment très important puisque vous commencez à être progressivement invités à vous faire vacciner, puisque la vaccination de la première ligne de soins a commencé vendredi passé par un test à la clinique de Bourges et démarre cette semaine dans la plupart des 31 centres qui vont vous accueillir pendant les semaines qui viennent pour vous offrir cette vaccination contre la COVID-19. Alors, je vais partager avec vous ma présentation. Voilà. La voilà. Voilà. Et comme beaucoup des présentations que j'ai eu la chance de faire, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir le professeur Jean-Michel Donnier de l'Université de Namur, qui est un de nos meilleurs spécialistes, un des meilleurs spécialistes mondiaux de la vaccination et qui nous fait toujours le grand plaisir de consacrer une partie de son temps à venir partager avec vous les dernières informations, puisqu'il y en a d'ailleurs des nouvelles aujourd'hui qui seront intéressantes. Alors, la vaccination, dans le contexte de la pandémie aujourd'hui, nous fait un peu perdre de vue que c'est une stratégie ancienne et particulièrement efficace de lutte contre les maladies. C'est Jenner, un médecin anglais, qui le premier, à la fin du XVIIIe siècle, ayant observé que les paysans au contact des vaches atteintes d'une maladie virale, qui s'appelle la vaccine, étaient assez bien protégés contre une maladie humaine, elle très violente et faisant des ravages considérables à l'époque, qui est la variole. Et donc il a l'idée d'inoculer une pustule de cette maladie de la vache à un jeune enfant et a montré ainsi qu'il était protégé de la variole. Et sans le savoir, Jenner avait mis le premier pas dans une stratégie. Et comme la maladie, la vaccine, vient du latin vacca, la vache, le terme de vaccination est resté dans le langage. Mais c'est incontestablement Louis Pasteur qui, le premier, développe le concept de vaccination d'une manière holistique, d'une manière générale, puisque contrairement à Jenner qui utilise une curiosité de la biologie, qui est la proximité entre un virus animal et un virus humain, Pasteur, lui, il prend le virus de la rage, il l'atténue, il l'affaiblit par le passage en culture. Et lorsque le petit Joseph Meister, qui a été mordu par un chien enragé, vient avec sa mère lui demander de l'aide, il le vaccine avec son virus atténué en profitant de la particularité de la rage, qui est que le temps d'incubation de la maladie entre la morsure et le développement des symptômes est particulièrement long, 2 mois. Et c'est pendant cette période que Pasteur le vaccine. Et c'est au fond de là que vient le concept assez simple de la vaccination, c'est de mimer la maladie sauvage pour déclencher la réaction immunitaire qui nous protège la plupart du temps d'une deuxième infection par le même microbe et de nous armer ainsi contre une maladie sans devoir subir la première attaque qui est souvent la plus virulente et la plus dangereuse. Et depuis Pasteur, c'est un concept qui a largement fait ses preuves et qui est probablement une des grandes victoires de la santé publique, de la science médicale. Vous avez ici une liste et elle n'est probablement pas exhaustive, des vaccins contre toute une série de maladies, dont évidemment la variole, grande victoire de l'Organisation mondiale de la santé du deuxième moitié du XXe siècle, puisque dans une stratégie bien ordonnée à l'échelle de la planète, l'OMS arrive à éradiquer la variole qui fera sa dernier grand
ces derniers grands ravages en Inde en 1977, dernière grande épidémie de variole qui fera 80 000 morts en quelques semaines, et c'est la dernière fois que la variole nous aura atteints depuis. Mais évidemment, bien d'autres maladies, dont certaines que nous connaissons encore, d'autres qu'on ne voit presque plus, le tétanos, la diphtérie, la polio bien sûr, et des maladies infantiles, la rougeole qui tue encore dans les pays où malheureusement le vaccin pour les enfants, les jeunes enfants n'est pas accessible. Alors, au-delà de rappeler que la vaccination d'aujourd'hui s'inscrit dans cette grande lignée historique et n'est pas fondamentalement différente, sinon qu'elle réagit en urgence à une pandémie nouvelle, le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est attirer votre attention sur un point qu'on entend parfois, c'est de dire la Covid-19, c'est jamais qu'une grosse grippe, c'est un peu le nez qui coule, un peu de température et puis c'est fini. Il n'y a pas de raison de faire toute cette agitation. Et je voudrais vous montrer en comparant deux maladies que je pense dont tout le monde a entendu parler au moins, la grippe espagnole, grande épidémie de grippe à l'issue de la Première Guerre mondiale, qui est, comme toutes les grippes, une maladie à la mortalité assez faible. La grippe espagnole a tué à peu près 3% des personnes qui l'ont attrapée en 1918. Et je l'ai comparé à la maladie d'Ebola, qui est une maladie virale qui sévit en Afrique subsaharienne depuis le début des années 2010 et qui est une maladie avec une mortalité très élevée, une maladie très virulente. En l'absence de traitement, c'est 60 à 90% de mortalité. Maintenant, avec les traitements, on peut espérer de l'ordre de 25% de mortalité. En tout cas, rien à voir avec une grippe. Et pourtant, la maladie d'Ebola a fait depuis 2013 entre 20 et 30 000 morts, alors que la grippe espagnole a tué entre 50 et 100 millions d'Européens à l'époque où elle s'est répandue, parce qu'il n'y a pas que la mortalité, l'agressivité de la maladie qui compte, il y a aussi sa contagiosité et donc le nombre de gens qui l'attrapent. Et si on appliquait les chiffres de la grippe espagnole à l'épidémie d'aujourd'hui, avec les 11 millions d'habitants de la Belgique, on obtiendrait plus de 300 000 décès liés à cette épidémie. Et donc, l'Organisation mondiale de la santé rappelle toujours que la vaccination est une des interventions de santé publique à la fois les plus efficaces et du meilleur coût-efficacité. En effet, même les vaccins les plus chers dont on entend parler aujourd'hui coûtent incomparablement moins que simplement un test PCR pour la Covid-19 et en tout cas sans commune mesure avec une journée d'hospitalisation aux soins intensifs au respirateur dans un de nos hôpitaux. Alors, une campagne de vaccination réussie, c'est 3 ingrédients assez simples. Un bon vaccin, et je vais bientôt laisser la parole à Jean-Michel Donier pour qu'il vous parle de ces vaccins et peut-être plus particulièrement du dernier arrivé parmi nous qui est le vaccin d'AstraZeneca. Une communication qui suscite la confiance et l'adhésion et la transparence très importante. Et l'exercice que nous faisons ensemble aujourd'hui participe à cet effort de communication pour non seulement vous convaincre, mais aussi en insistant sur le fait que toutes les études montrent que les prestataires de soins comme vous sont les ambassadeurs les meilleurs pour la population générale. C'est chez vous que la population générale demande conseil. Et donc, non seulement il s'agit de vous informer pour vous permettre de prendre votre décision en bonne connaissance de cause de vous vacciner, mais aussi de pouvoir répondre aux questions qui vous seront posées autour de vous. Et la troisième, c'est l'accessibilité aisée à la vaccination, qui est le dernier point sur lequel je voudrais vous entretenir avant de passer la parole à Jean-Michel. Donc nous sommes aujourd'hui à la fin de la première partie de la campagne, qui est une partie qui est ciblée sur des groupes relativement restreints, parce qu'on savait qu'on aurait peu de vaccins pendant le premier trimestre
2021. On a pratiquement fini les maisons de repos et de soins. Il reste quelques vaccinations tardives à effectuer et toutes ces maisons sont entièrement couvertes avec 2 doses. Nous progressons dans la vaccination des institutions collectives et la vaccination des hôpitaux est elle aussi en dernière ligne droite de la première dose, puisque d'ici la fin de cette semaine-ci, à quelques exceptions près, tout le personnel exposé des hôpitaux aura eu une première dose de vaccin. Et nous avons démarré vendredi passé avec le test à Namur, la vaccination de la première ligne d'aide et de soins. Ensuite, nous basculerons dans une toute autre dimension, à condition évidemment que les vaccins suivent, puisque les groupes à risque, qu'on appelle le groupe 1B, dans la stratégie de vaccination, seront invités dans des centres de vaccination que nous sommes occupés à ouvrir, et il y aura 1 million de personnes à inviter pendant cette phase 1B, et encore 1,5 million pour le reste de la population adulte ensuite, et donc un effort de vaccination sans précédent dans notre pays. On n'a jamais, en un temps aussi court, eu l'ambition de protéger la population entière. Alors voilà le timing, donc nous en sommes ici, démarrage de la première ligne d'aide et de soins, et on voit poindre pour la mi-mars à peu près, il y a des centres qui commenceront un peu plus tôt, d'autres un peu plus tard, la vaccination des plus de 65 ans dans la population générale, dans les centres ambulatoires. Alors voilà les 120 000 professionnels en région wallonne qui composent cette phase dans laquelle vous êtes inscrits, énormément de métiers de la santé et de l'aide sociale qui ont été listés par le commissariat interfédéral et que nous appliquons scrupuleusement. Alors l'arrivée du vaccin d'AstraZeneca nous permet d'accélérer cette vaccination et c'est la raison pour laquelle nous invitons pour le moment les professionnels de moins de 56 ans, et pas 55, excusez-moi, à se faire vacciner depuis la semaine passée et qui seront suivis lorsque nous aurons reconstitué un petit peu de réserve de vaccins Pfizer par les 56 ans et plus, là c'est juste, c'est les plus de 55 ans, pour lesquels on ne recommande pas pour le moment, mais peut-être plus pour très longtemps d'ailleurs, l'utilisation d'AstraZeneca. Les autres professions d'aide et de soins sont en fait convoquées en même temps. Le calendrier ici, qui était le calendrier initial, est bousculé par l'arrivée du vaccin AstraZeneca. C'est une bonne nouvelle et nous permet d'aller un petit peu plus vite. Alors, vous serez invités dans un de ces 31 lieux de vaccination. Ce sont essentiellement des hôpitaux ou des centres de médecine générale au contact de l'hôpital qui vont vous accueillir et vous vacciner pour les 2 doses de vaccin pendant les semaines qui viennent et les premières doses devraient être toutes distribuées pour la fin mars. Pour la première fois, nous testons avec des petits bugs de début de maladies de jeunesse qui ne sont pas bien graves, mais qui nous permettent de tester avec vous le système de convocation qui sera utilisé pour la population générale. Donc, on a un système informatique basé sur le registre national dont on extrait la population de la première ligne de soins et par groupe, on vous envoie à la fois un courrier postal et une invitation électronique quand nous connaissons, quand le système du registre national connaît votre email et votre SMS, c'est-à-dire que vous leur avez donné à un moment ou à un autre par une base de données une autre, vous recevez exactement la même invitation par courrier électronique. Vous devez alors choisir votre slot de consultation, la date et l'heure,
et vous recevez alors une confirmation de rendez-vous. Il ne vous reste plus qu'à vous rendre sur le site qui vous est indiqué sur votre confirmation de rendez-vous à la date et à l'heure indiquée pour avoir votre première dose, et le système vous a déjà donné d'emblée votre deuxième rendez-vous. Alors, cette vaccination va se suivre par l'ouverture de tous les centres, et vous avez peut-être entendu que le gouvernement wallon a annoncé aujourd'hui la fin de cette construction des centres de vaccination de la population générale en ajoutant 13 centres itinérants qui sont en vert sur cette carte aux centres majeurs et de proximité déjà déterminés qui vont accueillir 2,5 millions de personnes pendant les 5 à 6 mois qui viennent. Alors, pour convaincre, il faut informer. On voit que depuis la fin de l'année passée, où on prédisait un échec cuisant de la campagne de vaccination avec un tiers de la population belge qui voudrait bien se faire vacciner, les choses ont changé radicalement. Aujourd'hui, on me harcèle en disant que ça ne va pas assez vite et pourquoi je n'ai pas encore été vacciné, comment ça se fait que ça traîne, où sont les vaccins. Donc il y a un engouement et nous en sommes très heureux pour cette vaccination, tant nous sommes convaincus que c'est l'arme majeure qui va nous permettre de sortir de cette pandémie, même si ce n'est pas la seule et si ce n'est pas une panacée universelle. Vous voyez des études indépendantes, entre décembre et janvier, une croissance impressionnante en un mois, même méthodologie d'études d'un groupe interuniversitaire. Les statistiques trimestrielles de Scienzano qui montrent dans toutes les tranches d'âge une amélioration de l'adhésion à la vaccination. L'hésitation vaccinale recule, mais elle reste présente, elle reste un objet d'attention. Et au-delà de vous informer vous-même, vous appartenez à ces groupes de la première ligne qui sont celles que la population décrit comme étant les personnes chez qui ils prennent conseil et dont les conseils ont un impact élevé en vert dans leur décision de se faire vacciner. Et vous voyez ici plusieurs études qui montrent en un temps record des modifications de la volonté de se faire vacciner, même si on constate toujours que les Wallons sont un petit peu plus méfiants que nos collègues du nord du pays. L'évolution se fait au détriment des hésitants, mais aussi un petit peu au détriment des résistants à la vaccination, des opposants qui se laissent un petit peu convaincre eux aussi par les résultats qu'on voit aussi à l'étranger qui sont assez remarquables pour le moment. Alors nous avons montré que le travail de terrain à votre contact, au contact du personnel des maisons de repos, des résidents, porte ses fruits. Vous voyez ici la campagne début janvier, ça c'est la semaine du 5 janvier où on a commencé la vaccination des maisons de repos, où on avait 3/4 des résidents, mais 1/3 seulement du personnel qui souhaitait se faire vacciner, et de semaine en semaine, avec l'information, aussi la constatation que la vaccination se passait bien, l'hésitation vaccinale recule, et nous avons terminé le deuxième passage avec plus de 85% et plus de 75% du personnel, 85% des résidents, 75% du personnel qui demandait à se faire vacciner, ce qui est très rassurant pour nous. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire en introduction, et maintenant je cède la parole à Jean-Michel Donnier qui va vous parler du troisième élément, ou du premier élément, peut-être que c'est comme ça qu'il faudrait le dire, le plus important dans une campagne de vaccination, qui est la qualité des vaccins qui sont mis à notre disposition. Jean-Michel, je te cède la parole. Ton micro, Jean-Michel, ton micro est éteint. Oui. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Est-ce que vous voyez ma présentation? On la voit très bien.
Parfait, merci beaucoup. Je vais peut-être couper ma caméra, ce sera plus simple pour avoir une meilleure bande passante, pour être certain que le son et l'image passent parfaitement, et je la rallumerai après pour les questions. Donc, voilà, donc je vais un peu resituer notamment dans le cadre de cette nouvelle séance, cette nouvelle série de webinaires, ce qui a été adapté par rapport aux précédentes séances et dont notamment un landscape, un paysage de vaccins qui a complètement changé. Je vous rappelle que les premiers, on vous parlait avant tout du vaccin Pfizer et un petit peu du vaccin Moderna. Donc, qui sont des vaccins à ARN messager, des ARN messagers légèrement différents en termes de construit, mais de façon assez spectaculaire, des données assez miroirs l'une de l'autre, puisque le vaccin Comirnaty, le vaccin Pfizer, le vaccin Moderna sont administrés à 2 doses, avec des efficacités globales, et là je vais y revenir, de l'ordre de 94-95%, et introduits sur le marché à des moments relativement proches, le 21 décembre pour le vaccin Pfizer et le 6 janvier pour le vaccin Moderna, en Europe je précise, puisqu'ils ont été introduits au préalable en Angleterre d'abord, aux États-Unis, au Canada ensuite, et maintenant avec des utilisations beaucoup plus importantes. Celui dont on va parler un peu plus ici, puisque là on a des données nouvelles pour différentes raisons, parce que des publications récentes ont mis en avant des données avec le vaccin AstraZeneca, mais également l'Agence européenne du médicament a autorisé, a proposé, a recommandé une opinion positive du CHMP, donc le Comité des médicaments à usage humain, suivi pour une autorisation de mise sur le marché conditionnelle de la Commission européenne fin du mois de janvier de cette année, avec une efficacité globale de 60%, 59,5%. Et c'est de ça donc qu'on va discuter avec 2 doses. Et ce sont des études qui ont été un peu plus complexes en termes de nombre d'études et d'interprétation des données. Et l'Agence européenne du médicament a publié la semaine passée, jeudi passé, le résumé, en tout cas le résumé, ça fait quand même 180 pages de l'évaluation du produit. Et donc c'est là-dessus que je vais certainement intervenir de façon plus détaillée. Le vaccin Janssen est un vaccin un vecteur viral non réplicatif, lui qui est actuellement sur la table de l'Agence européenne du médicament, proposé à 1 dose, avec une efficacité telle que stipulée lors d'une conférence de presse par la firme Janssen de l'ordre de 66%, mais on va voir aussi que ça va être variable. Et il est sur la table de l'Agence européenne du médicament en rolling review depuis le mois de décembre et actuellement, on espère dans le courant du mois de mars une autorisation pour une mise à disposition dans le courant du mois d'avril, notamment en Belgique et en Europe. 2 autres vaccins sont sur la table de l'Agence européenne du médicament. On a d'une part le vaccin CureVac et le vaccin Novavax. Le vaccin CureVac est sur la table depuis le 12 février et juste avant, une dizaine de jours avant, le vaccin Novavax était également mis sur la table de l'Agence européenne du médicament. Il y a une petite nuance, c'est que le vaccin Novavax n'a pas encore fait l'objet de contrat avec la Commission européenne et donc la Belgique non plus. Le vaccin CureVac a déjà fait l'objet d'un contrat avec la Commission européenne. C'est un vaccin ARN messager à 2 doses dont on s'attend à avoir des données et la mise à disposition du vaccin certainement fin du 2e trimestre, donc dans le courant du mois de juin, et on espère à chaque fois le plus tôt possible. Le vaccin Novavax a une particularité, c'est un vaccin à sous-unité protéique et qui est adjuvanté. Les autres ne sont pas adjuvantés. 2 doses également, et là c'est là que c'est intéressant parce qu'on va avoir des données d'efficacité qui vont être différentes suivant l'endroit et le pays où il a été utilisé, étudié et le moment où il a été étudié. Et donc c'est pour ça que d'aligner sur une même ligne comme ceci les efficacités des vaccins sont un peu trompeurs en se disant je veux celui-là parce qu'il est plus actif que celui-là. Ça n'a pas de sens et ça n'a plus de sens maintenant. Et ce qui est certainement intéressant d'identifier, c'est les efficacités contre les formes les plus sévères et les hospitalisations d'une part, et deuxièmement, les pays et les moments où ils ont été étudiés par rapport à certains variants. Et donc c'est là qu'aujourd'hui, on est dans un système beaucoup plus complexe que de parler d'un vaccin ou de 2 vaccins étudiés au même endroit dans 2 endroits différents. Et donc je vous l'ai dit, je vais un peu parler un peu plus du vaccin AstraZeneca. Donc, le vaccin AstraZeneca, c'est un vaccin qui est utilisé sous forme d'adénovirus, donc c'est un adénovirus de chimpanzé qui permet d'éviter d'avoir déjà des anticorps dirigés contre cet adénovirus qui pourrait réduire son entrée éventuelle dans la cellule. Une fois qu'il rentre dans la cellule, il libère son matériel génétique, donc c'est ce qu'on appelle un organisme génétiquement modifié, et son matériel génétique, à la différence des vaccins ARN messager, c'est un vaccin ADN qui va rentrer dans le noyau de la cellule, mais qui va être rapidement
transcrit en ARN messager et l'ARN messager va sortir dans le cytoplasme pour être traduit en protéines. Et quelle protéine? Ben, principalement la protéine d'intérêt, la protéine S, donc ce qu'on constate ici au niveau d'un ribosome, c'est très schématique bien évidemment. Et cette protéine S qui va être présente à la surface et présentée à la surface qui va permettre bien évidemment d'être reconnue par des cellules présentatrices antigéniques et entraîner la réponse immunitaire de deux types. Réponse immunitaire humorale avec la production d'anticorps dirigée contre le virus et la protéine S présente sur le virus, mais également une réponse cellulaire, principalement lymphocytaire, donc CD8 en particulier, dirigée contre la protéine qui sera exprimée sur des cellules et donc des protéines de cellules qui seront infectées. Donc c'est cette double immunité humorale et cellulaire qui est intéressante et ce sont les anticorps neutralisants qui sont les plus importants. Et je vous rappelle que pour ce vaccin, comme pour les vaccins précédents, on ne recommande pas la sérologie ni avant ni après la vaccination, soit pour démontrer qu'on a été dit séropositif avec donc une souche précédente du virus, et encore moins pour démontrer l'efficacité du vaccin. Donc la sérologie classique, IgM, IgG, n'est pas un marqueur reconnu aujourd'hui de l'efficacité du vaccin ou de raisons pour lesquelles on ferait la vaccination. On travaille plus sur les anticorps, notamment neutralisants, mais qui ne sont pas testés de façon aussi simple en routine clinique, et encore moins sur la réponse immunitaire cellulaire, qui nécessite des techniques cytométriques pour travailler notamment sur les lymphocytes et les lymphocytes, par exemple, les CD8. Donc, le vaccin a les mêmes indications que le vaccin Moderna et Pfizer. Par contre, il se rapproche plus du vaccin Moderna en ce qui compte l'âge d'administration, puisque c'est 18 ans. Vous savez que le vaccin Pfizer, on commence à partir de 16 ans. On a vacciné dans différentes parties des entités fédérées en Belgique à partir de 16 ans avec le vaccin Pfizer, notamment chez des personnes qui travaillaient comme stagiaires dans différents endroits où on vaccinait. C'est un vaccin à 2 doses. Alors, vous voyez, SD, c'est pour dose standard, puisque c'est une des complexités avec ce vaccin, c'est que par erreur, il a été également étudié dans des études à des demi-doses pour la dose initiale, et il a montré des données d'efficacité qui étaient assez variables, mais qui étaient d'ailleurs assez bonnes avec des demi-doses après une deuxième dose. Mais en accord avec l'industrie pharmaceutique, toutes les autorités régulatoires, tant au niveau européen qu'au niveau, par exemple, de l'Angleterre, mais également d'autres pays, ont considéré que les données les plus robustes viennent des 2 doses standards. Mais donc, vous verrez dans différentes publications qu'on parle, et y compris dans les données de l'Agence européenne du médicament, qu'on parle également de LD-SD. LD, c'est pour low dose, avec la deuxième dose qui est la dose standard. Et donc, la deuxième dose était administrée entre 4 et 12 semaines. Là aussi, pourquoi un espace si large, alors que le vaccin Pfizer, c'est 21 jours et 28 pour le vaccin Moderna? Ça vient du fait qu'après la première dose, on a administré la deuxième dose qui n'était pas toujours attendue et qui venait du fait qu'on pensait qu'une seule dose pouvait être éventuellement efficace. Et on a proposé une deuxième dose dans différentes études avec des modifications du protocole pour utiliser cette fameuse deuxième dose. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a des espaces beaucoup plus longs, puisque ce n'était pas standardisé au départ, le fait d'utiliser une deuxième dose à un timing bien défini, ce qui fait que 2 études ont été retenues en accord avec l'industrie pharmaceutique qui étaient les plus puissantes pour l'analyse de l'efficacité du vaccin AstraZeneca, les études dites 002 et 003, en Angleterre notamment et en Afrique du Sud. Et il y avait également une étude au Brésil et qui représente à peu près 86% de la population de ces études entre 4 et 12 semaines. C'est également une injection intramusculaire au niveau du muscle deltoïde. Alors, autre subtilité par rapport au vaccin Pfizer et Moderna, c'est que les 2 doses, même administrées aux doses standards, ont été, suivant les études, comparées soit avec la première dose à un vaccin contrôle, donc un vaccin méningocoque, ou éventuellement pour la deuxième dose avec un placebo, donc qui était une solution saline entre guillemets. Et donc le comparateur n'est pas toujours le même suivant les études, donc ça complexifie un petit peu l'interprétation des résultats si on voulait les comparer par rapport à d'autres vaccins. Et effectivement, quand on a utilisé la deuxième dose entre 4 et 12 semaines et que vous poulez l'ensemble des données de l'étude 002 et de l'étude 003, et que vous faites l'analyse 15 jours après la deuxième dose, alors je vous rappelle que là aussi on a des différences. À Pfizer, c'est 1 semaine après la deuxième dose. Moderna, c'est 2 semaines après la deuxième dose. Ici, si vous prenez 2 semaines, 15 jours
au moins donc après la deuxième dose, vous avez une efficacité globale entre le groupe vacciné et le groupe contrôle. Alors ça s'appelle un vrai groupe contrôle ici, hein, parce que je vous ai dit, vous avez éventuellement, dans certains cas, un vaccin comparateur, une efficacité de l'ordre de 59,5%. Et donc, vous avez 64 événements qui sont apparus dans le groupe AstraZeneca et 154 dans le groupe contrôle. Alors, ce qui est important à mentionner, c'est que licensing regimen, donc c'est les doses standards, ça, c'est les doses qu'on utilise. Et par ailleurs, si on prenait vraiment l'ensemble de l'intervalle des deux doses en 3 et 23 semaines, ben vous avez le chiffre de 63% qui apparaît parfois dans certaines données. Et donc 59,5, c'est vraiment ce qu'on a dans le SMPC, donc le résumé des caractéristiques du produit tel que fourni par l'Agence européenne des médicaments. Alors, je vous l'ai dit, ce qui est certainement intéressant, c'est, et vous allez voir pourquoi, c'est d'identifier les données sur les formes sévères qu'on a avec les différents vaccins. Le vaccin Pfizer, si vous vous rappelez bien, sur les formes sévères, dans les groupes comparés, on a un cas de forme sévère dans le groupe Pfizer et 9 cas dans le groupe placebo. Et dans le groupe, dans l'étude Moderna, c'est 0 versus 30, donc 0 cas dans le groupe Moderna et 30 dans le groupe contrôle. Et donc, on a des efficacités qui sont aussi importantes, mais ici, on constate que dès la première dose, 3 semaines après la première dose, donc à partir de 22 jours, on a, dans les groupes traités par le vaccin AstraZeneca, aucune hospitalisation, donc comme on avait avec Moderna, versus 14 dans le groupe contrôle. Et donc, ce qui donne une efficacité qui n'a pas été estimée dans le résumé des caractéristiques du produit, mais qui a été clairement estimée dans le dossier d'enregistrement du médicament, donc je vais vous en parler, donc qui est une efficacité particulièrement importante. Et ces données d'efficacité, justement, on a constaté qu'elles sont présentes. Je vous rappelle que le vaccin Pfizer et Moderna, on parle de données d'efficacité surtout après 2 semaines après la première dose, 12 jours qui est vraiment le valeur cutoff, 14 jours pour être un peu plus précis. Ici, c'est à partir de 3 semaines qu'on commence à montrer une efficacité plus importante après la première dose, et je vais vous montrer jusque quand, jusque la deuxième dose, à quel moment de la deuxième dose, et que les mesures réelles d'efficacité, c'est 2 semaines après la deuxième dose, comme on a 1 semaine après la deuxième dose pour Pfizer et 2 semaines pour le vaccin Moderna. Par contre, ce qui est vrai, et c'est ce qui a amené non pas une prudence, mais par toute transparence, une recommandation d'utilisation du vaccin AstraZeneca, c'est que les données chez les individus de plus de 55 ans sont plus limitées. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas efficace. Les données d'immunogénicité sont encore très bonnes, donc les données notamment d'anticorps neutralisants sont encore très bonnes, mais on a moins d'événements cliniques qui sont apparus, donc on ne sait pas estimer l'efficacité chez les plus de 55 ans. C'est ce que l'EMEA et l'agence belge ont reconnu clairement, c'est que les données sont surtout disponibles chez 18-55 ans, moins chez les plus de 55 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au-delà de 55 ans, il faudrait extrapoler le fait que le vaccin serait encore efficace, mais à quel niveau? Est-ce qu'il serait plus efficace, moins efficace? On n'a pas de données pour le justifier. On sait néanmoins qu'on a une protection qui est attendue, mais qu'on ne peut pas estimer. Et donc c'est sur cette base qu'il a été recommandé en Belgique de limiter l'utilisation, sachant que par exemple, par ailleurs, les doses d'AstraZeneca sont aussi limitées, aux populations où on sait présenter des données d'efficacité, tant sur les formes sévères que sur les formes non sévères. Il était plus délicat de le proposer chez les plus de 55 ans, à partir du moment où on n'avait pas les données d'efficacité qu'on pouvait clairement identifier et mentionner. Alors, est-ce que ça a un impact sur la pyramide de la morbidité et de la mortalité associée au Covid? Ben, non, justement, puisqu'on constate que ici, si vous prenez les hospitalisations et les sorties en gris des hospitalisations, donc des patients qui sont déchargés de l'hôpital et les décès au niveau de l'hôpital, on constate qu'au cut-off de 55 ans, donc chez les moins de 55 ans, on a effectivement des hospitalisations et un taux de mortalité qui est nettement plus faible que chez les plus de 55 ans. Donc le fait, en première intention, d'utiliser le vaccin AstraZeneca, là où on sait également qu'on a une efficacité majeure sur les hospitalisations, se justifie tout à fait chez les moins de 55 ans, là où on a une efficacité de 100% sur les hospitalisations, et chez les plus de 55 ans, là où on sait qu'on a un taux de mortalité plus élevé, il était important d'identifier les données d'efficacité avant de proposer le vaccin AstraZeneca dans cette population. Et donc, ce sont des données qu'on espère avoir, comme Yvon l'a mentionné, dans les semaines à venir, chez les plus de 55 ans, une publication, une préprint récent,
montrent une efficacité sur les hospitalisations également, y compris chez les 80 ans. Donc, il se peut qu'on propose également de changer cette recommandation. Certains pays ont proposé 65 ans, c'est le cas d'Allemagne, par exemple, plus pour des raisons organisationnelles que des raisons scientifiques, puisqu'on n'a pas de données non plus chez les plus de 65 ans, comme on n'a pas de données chez les plus de 55 ans. Mais donc, beaucoup de pays ont limité l'utilisation d'AstraZeneca par rapport à l'explication des données, par rapport à des groupes d'âge, plus que par un manque d'efficacité chez les personnes les plus âgées. Alors, je vous l'ai dit, a été publié ce qu'on appelle l'EPAR, donc ça veut dire le Public Assessment Report de l'Agence européenne des médicaments sur le vaccin AstraZeneca. Donc, c'est un document, je vous l'ai dit, qui fait à peu près 180 pages que vous pouvez lire, qui est disponible en toute transparence. Et il est un peu plus précis que les données que je viens de vous mentionner. Donc, on retrouve cette fameuse efficacité de 59,5% dans le groupe AstraZeneca par rapport au groupe contrôle quand le vaccin est administré chez les séronégatifs aux doses standards avec une deuxième dose administrée entre 4 et 12 semaines. Par contre, vous voyez, l'estimation de l'efficacité ici a bien été clairement mentionnée. Elle est de 100%, puisque lorsqu'on va travailler sur 4 à 12 semaines, on n'a pas d'hospitalisation dans le groupe AstraZeneca. Alors, autre caractéristique, c'est quand est-ce qu'il faut administrer la deuxième dose, puisque c'est assez large, entre 4 et 12 semaines. Et là, on sait que l'efficacité de 59,5%, c'est si on prend l'administration de la dose entre 4 et 12 semaines. Par contre, si, et c'est ce qu'a proposé le Conseil supérieur de la santé et la Task Force, si on administre la deuxième dose entre 8 et 12 semaines, et plus spécifiquement plus proche de la 12e semaine, donc en 10 et 12 semaines, on a des efficacités qui augmentent 2 semaines après la deuxième prise, après 12 semaines. Et ça, c'est particulièrement significatif. Alors vous allez me dire, oui, mais ça veut dire que si on attend avant d'avoir la deuxième dose, on ne sera pas protégé après la première dose. Non, en fait, ce n'est pas le cas, puisque si vous regardez ici le vaccin AstraZeneca, le contrôle, après la première dose et 21 jours après la première dose, ces fameuses 3 semaines dont je vous parlais après la première dose, non seulement vous n'avez pas d'hospitalisation, donc vous prévenez 100% des hospitalisations 3 semaines après la première dose, mais l'efficacité du vaccin jusqu'à la deuxième dose est de 73%. Et c'est lorsque la deuxième dose est administrée, surtout vers le 10-12 semaines, qu'en plus de 73%, après cette deuxième dose, vous augmentez encore l'efficacité. Et c'est ce qui est montré ici. 3 semaines après la première dose, vous avez déjà une efficacité. Si vous mesurez après ces 3 semaines, après la première dose, à 8 et 10 et 12 semaines pour la deuxième dose, vous avez des efficacités qui montrent entre 75 et 80-83%. Donc, qui tend à avoir une efficacité de 80%. Donc, sur l'efficacité standard, après 3 semaines, 100% contre les hospitalisations, et après 3 semaines, jusque la deuxième dose qui va à 10 à 12 semaines, vous avez plus de 70% d'efficacité et 80% d'efficacité lorsque la deuxième dose est administrée aux alentours de la 12e semaine. Donc c'est pour ça que ce sont des données qu'il est important de cibler et de rappeler, mais c'est surtout les données d'efficacité sur les hospitalisations qui sont importantes. Alors, il y a une publication dans l'ANSET qui a été publiée après l'analyse de l'Agence européenne du médicament que je vous invite à lire, qui reprend ce même concept. Il y a juste que les chiffres sont légèrement différents puisque l'analyse a été faite sur base de données qui étaient un peu plus évolutives, mais tous les concepts que je vous présente ici sont exactement les mêmes. Et une publication qui est un préprint, qui n'a pas encore été publiée, de l'utilisation dans la vraie vie du vaccin AstraZeneca, notamment en Écosse, est particulièrement intéressante. C'est une étude prospective qui a été réalisée sur une cohorte d'individus dont une partie est vaccinée et non vaccinée. Et je vous rappelle qu'en Angleterre, on vaccine depuis longtemps avec le vaccin AstraZeneca et le vaccin Pfizer. Et tant avec l'un que l'autre, on ne se pose pas les questions d'utiliser l'un ou l'autre produit, quelle que soit d'ailleurs la population. Et on a toute une série d'individus, vous voyez, 490 000 qui ont reçu le vaccin AstraZeneca et 650 000 au moment de l'étude jusqu'au 15 février, qui représentaient 21% de la population écossaise. Alors, quelles sont les données qui sont intéressantes? C'est notamment que les résultats qui démontrent qu'après la première dose du vaccin AstraZeneca, vous réduisez le risque d'hospitalisation de 94%, lié au Covid, bien évidemment, chez les Covid positifs, et déjà dès le 28e jour et dès le 21e jour, en fait,
et à post-vaccination. Donc, comme je vous l'ai dit, 3 semaines et ici 4 semaines après la vaccination, on observe très très peu d'hospitalisation. Donc, les données en études cliniques qui étaient limitées en termes de nombre, qui montraient 100% d'hospitalisation, se confirment quand on a vacciné des milliers de personnes en Écosse. Et si vous regardez les données de Pfizer, c'est associé à une efficacité de 85% sur la même période après la première dose. Et donc, ça tend à montrer que, je vous l'ai dit, sur les hospitalisations, on ne peut pas dissocier le vaccin Pfizer du vaccin AstraZeneca en termes d'efficacité sur ce paramètre en particulier. Et si vous combinez les interventions chez les personnes de plus de 80 ans, vous constatez également une efficacité de près de 80%. Et donc, c'est ce qui a tendance certainement à, avec des données supplémentaires avec le vaccin AstraZeneca, à aller vers éventuellement l'utilisation chez les plus de 55 ans quand on aura les données d'études cliniques, notamment avec le vaccin AstraZeneca. Mais donc, ce sont des données très encourageantes, tant pour le vaccin Pfizer que pour le vaccin AstraZeneca. Alors, en termes de sécurité d'utilisation, là, je tiens directement à vous avertir que les profils de sécurité, si on prend les chiffres absolus, sont relativement comparables dans les vaccins, mais on a des différences, semble-t-il, entre l'administration de la première et de la deuxième dose sur certains événements indésirables, et notamment si vous regardez les chiffres bruts ici, absolus des incidences d'événements indésirables comme des maux de tête, la fatigue ou de la myalgie, donc de nature grippaux, on est équivalent avec les vaccins Moderna et les vaccins Pfizer. Alors, il y aura certainement des différences absolues qui sont présentes. Par contre, on a des fièvres de 8% si on prend les fièvres de plus de 38 degrés. Et si vous vous rappelez, avec le vaccin Pfizer, c'était surtout des fièvres qui apparaissaient après la deuxième dose, notamment chez les individus de moins de 55 ans. Ici, en fait, ça apparaît dès la première dose. C'est pour ça que dès qu'on a vacciné avec l'AstraZeneca dans des pays comme en France, en Angleterre ou en Suède, constaté ce profil différent, là où on avait l'habitude de vacciner avec le vaccin Pfizer par rapport à AstraZeneca et qu'on avait surtout administré une seule dose de Pfizer, c'est de constater que le profil de sécurité après la première dose était légèrement différent. Et si vous prenez en France, ils ont constaté qu'on avait effectivement plus de symptômes de grippaux, fièvre, courbature et céphalée, notamment après la première dose, et des recommandations dès lors, ce qui avait déjà été fait par le passé par le Centre de contrôle et de prévention des maladies aux États-Unis, de ne pas vacciner toutes les personnes d'un même service en même temps pour éviter que certaines ne développent les événements indésirables et soient absentes en raison de ce type de fièvre ou de symptômes grippaux. Donc, jusque maintenant, en tout cas en Belgique, on n'a pas encore eu la problématique dans les centres pilotes où on a vacciné, mais c'est certainement quelque chose qu'il ne faut pas négliger et c'est ce qu'on a rencontré également en Angleterre, un peu plus d'événements de ce type-là après la première dose par rapport au vaccin Pfizer, mais des données d'efficacité comparables. Et ici, ça a été publié le 18 février par le MHRA, qui est l'agence anglaise des médicaments. Et d'abord, ils ont analysé, vous voyez, le nombre d'événements et ils ont comparé les vaccins entre eux. Donc, vous voyez qu'ils ont administré en Angleterre 7,5 millions de doses de Pfizer, 5 millions de doses de vaccins AstraZeneca, donc des quantités quelque part non négligeables, en tout cas pour les premières doses. Et ils ont constaté des événements, des rapports d'événements indésirables qui étaient plus élevés avec Pfizer qu'avec le vaccin AstraZeneca, mais comme il utilisait 50% en plus, quelque part, on a une proportion d'événements indésirables avec Oxford qui est légèrement plus élevée. Et donc, c'est ce qui est mentionné ici, notamment, je vous ai dit, par rapport à l'administration après la première dose, mais ce sont des événements qui sont connus, les fameux flu-like symptoms, et qui sont de nature équivalente à ce qui a été observé en études cliniques. Et donc, c'est là qu'on a la meilleure utilisation du vaccin maintenant AstraZeneca Oxford. 5 millions de doses, ça représente à plus de la moitié d'une seule dose qu'on devra administrer de population belge, puisqu'on va administrer le vaccin chez au moins 8 millions de personnes, en tout cas avec une dose le plus rapidement possible. Donc, c'est particulièrement intéressant. Alors, je terminerai juste par la difficulté aussi de vouloir comparer des vaccins en période de variants qui vont certainement augmenter parce que on a 3 variants actuellement sur notre table au niveau de ceux qui font les analyses génomiques de ces variants, le variant anglais, sud-africain et brésilien. Le variant anglais se manifeste par des mutations dans cette fameuse protéine S, cette fameuse protéine qui va permettre la rentrée du virus dans la cellule, et notamment le récepteur binding domain, avec une mutation qui va générer une meilleure affinité du virus pour la cellule, la fameuse mutation N500Y,
où l'asparagine est remplacée par une tyrosine et qui augmente, semble-t-il, la transmission. Pour ceux qui ont écouté la conférence de presse du Premier ministère, il parle de modèle mathématique en présence de variants, en utilisant notamment une meilleure transmission et avec différents critères, si on a une transmission de plus de 25, 50 ou 75%. Alors, quel est l'impact d'une transmission plus élevée? Il est double, d'une part, que si vous augmentez la transmission, donc le R0 du virus, ben, naturellement, ce n'est plus 70-75% que vous devez vacciner pour avoir une immunité de masse, mais plus, entre 80 et 90%. Et deuxièmement, à virulence équivalente, si vous avez plus de transmission et plus de malades en risque absolu, en nombre absolu dans les hôpitaux, ben, par définition, vous allez éventuellement avoir plus d'hôpitaux qui seront saturés, d'où la réflexion notamment de limiter encore les contacts au maximum. Par contre, la virulence en tant que telle, propre au virus, n'est pas clairement établie pour cette souche. On sait que des données de mortalité maintenant tente à montrer qu'il peut y avoir une mortalité qui est augmentée, mais ça devrait être analysé plus en détail. Et on sait le détecter par PCR adapté. La problématique, c'est qu'on a également deux autres variants qui ont les mêmes caractéristiques en PCR, c'est qu'il faut faire un séquençage sur un échantillon pour savoir à quel variant on a affaire. Et la problématique des deux variants ici, sud-africains et brésiliens, c'est qu'ils ont des mutations supplémentaires ou différentes dans la fameuse protéine S, notamment le couplage de cette mutation N500Y et E484K, qui font qu'il est certainement, il se transmet certainement plus facilement, mais surtout que la réponse par rapport à l'immunité induite par rapport à un virus précédent, à wild type ou à Wuhan, peut être différente. Et donc, si vous regardez aujourd'hui, enfin à la date du 18 février, un rapport sur des semaines précédentes qui ont analysé sur des échantillons, un certain nombre d'échantillons en séquençage génomique, vous voyez qu'on a 34% de variants anglais versus 4% de sud-africains et 0,4% de variants brésiliens. Donc ça veut dire on commence à avoir un mélange de variants. On estime que dans le courant du mois de mars, on aura certainement cette forme-ci qui sera dominante, la variant anglais. Alors le problème du variant anglais, je vous l'ai dit, c'est qu'il répond bien au vaccin, mais il se transmet un peu plus. Le problème du variant sud-africain et du variant brésilien, c'est qu'ils ont un double problème, c'est que d'une part, ils échappent en partie à l'immunité induite par les formes précédentes du virus. Donc si vous avez été affecté par le Covid et donc le virus SARS-CoV-2, mais pas le variant ici submentionné, vous avez des chances non négligeables de redévelopper la maladie. Et c'est ce qui a été démontré d'ailleurs avec le variant brésilien, puisque dans un pays, en Brésil et dans la ville de Manaus, là où on avait 75% de la population qui était entre guillemets immunisée, donc il y avait une immunité de masse, on a observé des réinfections assez importantes et notamment des réinfections qui venaient de ce variant brésilien, donc qui prend le pas sur l'immunité induite par le virus précédent. Et autre caractéristique, c'est que les vaccins semblent moins efficaces contre le variant sud-africain et le variant brésilien. À quel niveau? C'est encore assez difficile maintenant à exprimer. On sait que sur les tests en laboratoire, on montre une diminution sur le variant sud-africain et brésilien. Par contre, on sait aussi qu'on devra faire face aux variants avant tout anglais, dont les vaccins sont efficaces contre les variants anglais. Donc, je vous l'ai dit, suivant le vaccin russe, par exemple, il a été étudié uniquement en Russie. À une époque où il y avait peu de variants anglais. Aujourd'hui, ceux qui utilisent et étudient les vaccins en Angleterre ou en Europe ou en Afrique du Sud, forcément, les données d'efficacité peuvent être différentes. Et on sait que sur ce variant anglais, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas de perte d'efficacité des vaccins ou de neutralisation par rapport aux formes antérieures du virus. En ce qui concerne le sud-africain, je vous l'ai dit, c'est plus problématique. Alors, ce chiffre est un peu trompeur parce que ça nécessite un séquençage pour pouvoir faire les tests. Et ici, c'est un nombre absolu de cas qui sont mentionnés. Or, on sait que la Belgique est, comme l'Angleterre d'ailleurs, et plus que la France, a des capacités de séquençage qui sont extrêmement bonnes, notamment avec les plateformes, la plateforme BIS et les 8 laboratoires qui travaillent avec les universités, où on sait séquencer jusqu'à 1000 par semaine. Et donc, on a un pouvoir de séquençage qui est très bon, qui fait qu'on détecte forcément beaucoup plus de variants que certains pays. Par contre, je vous l'ai dit, ce variant sud-africain répond moins bien aux vaccins AstraZeneca, aux vaccins Pfizer, aux vaccins Moderna,
moins de données cliniques pour les vaccins Pfizer et Moderna, mais on sait qu'on a une perte de neutralisation d'un facteur 6 avec des anticorps neutralisants. Les données cliniques sur les formes non sévères, donc qui sont moins importantes, diminuent très significativement avec le vaccin AstraZeneca sur le variant sud-africain, raison pour laquelle on ne l'utilise plus en Afrique du Sud, mais on n'a pas de données sur les formes sévères. Et c'est le cas également d'autres vaccins en développement qui ont montré une perte d'efficacité, parfois de 40 à 50% quand on travaillait en Afrique du Sud avec le même vaccin par rapport aux données analysées en Angleterre. Néanmoins, je vous l'ai dit, le vaccin AstraZeneca est recommandé par l'OMS. Il vient d'être mis dans la source des vaccins à utiliser dans l'ensemble des pays au niveau mondial, bien évidemment avec une considération pour les variants, d'analyser la situation épidémiologique. Donc à ce stade-ci, la situation épidémiologique en Belgique est plus problématique du variant anglais quant à sa distribution et sa transmission, plus que pour sa réponse au vaccin, y compris d'ailleurs le vaccin AstraZeneca, qui, comme son nom l'indique, Oxford AstraZeneca a été développé par Oxford et est avant tout utilisé en Angleterre, où le variant anglais est aujourd'hui particulièrement dominant et continue à vacciner. On a moins de données sur le variant brésilien, malheureusement on commence à avoir des cas en Belgique, et on a certainement un profil proche du variant sud-africain. Donc, tout ça pour vous montrer qu'aujourd'hui, parler d'efficacité comparée des vaccins, ça n'a pas de sens. Il faut avant tout connaître la situation épidémiologique locale, savoir ce qu'on étudie, ce qu'on mesure, est-ce qu'on mesure l'efficacité dans les études cliniques, où les études cliniques ont été réalisées, ce qu'on y a mesuré, et les données d'efficacité qui sont certainement aujourd'hui à analyser dans la vraie vie. Et je pense qu'Israël a montré qu'il utilise le vaccin Pfizer maintenant des données d'hospitalisation et d'infection nettement moindres chez les personnes de plus de 60 ans, notamment qui ont été vaccinées. Sur le variant anglais, on a montré avec le vaccin AstraZeneca une efficacité encore importante qui est certainement la forme dominante. Donc on fait bien de vacciner avec le vaccin AstraZeneca, on fait bien de vacciner avec le vaccin Pfizer et le vaccin Moderna. Par contre, sur les variants sud-africains et brésiliens, l'ensemble des trois firmes ici s'attendent à avoir des efficacités nettement moindres. Ça a été démontré avec le vaccin Johnson & Johnson, légèrement moindre, mais le vaccin Novavax, je vous ai dit, une perte d'efficacité de l'ordre de 50%. Et donc, tant BioNTech que Moderna qu'Oxford travaillent sur des vaccins adaptés. On travaille également sur des stratégies adaptées, éventuellement un boost d'un vaccin et une seconde dose d'un autre vaccin, par exemple un vaccin ARN messager. Et donc, il y aura encore certainement du travail sur tant le développement des vaccins que les données épidémiologiques sur ces vaccins. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Jean-Michel. Vous voilà abreuvé d'informations sur les vaccins. Et alors, on va passer à la troisième partie de notre webinaire qui est de répondre à vos questions. Je vois qu'il y en a déjà toute une série dans le chat. Je vous en remercie. On va essayer de les prendre et d'y répondre aussi complètement que possible. Alors, les deux questions des psychologues pour savoir comment ou quand ils vont se faire vacciner. Donc, il n'y a pas eu de liste évidemment individuelle pour savoir si certains psychologues avaient un contact thérapeutique direct. Ce qui a été pris, si je me souviens bien, par la task force, c'est le type de formation. C'est donc les psychologues cliniciens, qui sont ceux d'ailleurs qui sont enregistrés aujourd'hui à l'INAMI, qui ont été identifiés prioritaires par la task force. Et il y a une deuxième question d'une psychologue qui souhaite se faire vacciner. Donc, à partir du moment où vous êtes dans les bases de données de la profession, ces bases nous sont fournies et intégrées dans les listings de vaccination.
les stagiaires de toutes les professions de première ligne en dernière année de formation ne seront pas vaccinés en tant qu'étudiants, mais bien en tant que stagiaires. C'est-à-dire que quand on vaccine dans un lieu de stage, on vaccine aussi les stagiaires au même titre. Alors ici, j'ai répondu ce que c'était le contact direct. Alors, quel sera le rôle des pharmaciens dans les centres de vaccination? Donc, en réalité, le centre de vaccination va avoir un stock de médicaments et ce stock de médicaments sera géré avec l'aide d'un pharmacien. Donc, le pharmacien ne doit pas être tout le temps présent. Et ce n'est pas lui qui doit préparer tous les vaccins, mais il faut que le centre ait une compétences pharmaceutiques qui puissent gérer avec le reste du staff du centre, le reste du staff médical du centre, toute la partie des médicaments, qui soit aussi notre interlocuteur au niveau de la région, puisque vous savez que la région joue un rôle central dans tout l'approvisionnement et la gestion du médicament. En tant que service d'ambulance 112, n'ont toujours pas reçu d'accès au vaccin. Alors, les ambulanciers sont dans le groupe de la première ligne et donc la vaccination leur arrive. Voilà, ça c'est plus une information domestique. Voilà, donc effectivement, tout le monde n'a pas transmis un email ou un numéro de GSM. Il est encore temps de le faire à travers les applications des métiers de la santé de la région wallonne. Donc, vous pouvez passer par vaccin.covid@avic.be pour avoir les liens pour pouvoir mettre vos données à jour. Et c'est toujours bien, évidemment, de le faire. Alors, on revient sur la discussion de l'efficacité entre les vaccins Pfizer et AstraZeneca. Vous avez vu que les données théoriques telles qu'elles sont présentées doivent être modulées, puisque nous allons travailler avec un écart entre les deux doses qui va donner un taux d'efficacité entre 70 et 80% pour le vaccin d'AstraZeneca. Et vous avez vu la toute nouvelle étude écossaise qui montre qu'il est aussi efficace, même si on veut être tout à fait pointilleux, un petit peu plus efficace que le vaccin Pfizer sur l'hospitalisation. Jean-Michel, tu veux compléter ? Non, je crois que dans ma présentation, j'ai donné l'ensemble des données. Je pense que ce qui est important, c'est de sortir des chiffres absolus que vous avez lus à un moment ou l'autre dans la presse. Quand on examine un dossier, on a examiné des dossiers des ARN messagers, on a mentionné qu'ils étaient effectivement efficaces à 95%. Et puis, si vous regardez les données d'efficacité du vaccin AstraZeneca, qui est apparu bien après, on a repris la même façon d'analyser les données d'efficacité. Et puis, je vous l'ai dit, la nuance, c'est qu'on a un profil de vaccin qui est tout à fait différent et qui a une immunité, d'ailleurs, une réponse immunitaire cellulaire qui est certainement de qualité remarquable, qui amène, semble-t-il, une efficacité clinique et sur les hospitalisations très importante. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a aussi avec le vaccin Janssen. Et donc, je vous l'ai dit, si vous prenez des données de 60%, d'abord, c'est faux, puisque il faut les prendre dans les conditions de la deuxième dose, après une première dose, et le moment d'administrer la deuxième dose, ce qu'on n'avait pas avec le vaccin Pfizer et Moderna. Et donc, je vous ai donné les chiffres tels qu'ils ont été publiés par l'Agence européenne du médicament. Si on veut prendre les chiffres de façon optimale, la façon dont on utilise le vaccin aujourd'hui, en Belgique, à 12 semaines, après une première dose, des efficacités de l'ordre qui vont monter après 3 semaines jusqu'à la deuxième dose à 12 semaines de l'ordre de 75% et après la deuxième dose de l'ordre de 80% après 3 semaines. Donc ça, ce sont les chiffres que je vous ai mentionnés. Et si vous prenez des hospitalisations, vous avez 100% contre des hospitalisations. Alors je ne sais pas si dans ceux qui écoutent
vous avez eu malheureusement, vous avez rencontré des personnes qui ont fait le Covid, demandez entre ceux qui ont eu les hospitalisations et ceux qui n'ont pas eu les hospitalisations s'ils préféraient avoir un vaccin efficace à 100% contre les hospitalisations. Quand vous avez été hospitalisé dans le Covid, je peux vous assurer que vous préférez avoir les garanties d'un vaccin efficace contre les hospitalisations. Et dans ce cadre, tous les vaccins proposés sont efficaces contre les hospitalisations. Donc, je pense qu'on a bien fait de commander ces vaccins. Je pense qu'on n'est pas un pays de béotiens par rapport à l'Angleterre. L'Angleterre a vacciné 5 millions de personnes. Les données en Écosse sont remarquables sur les hospitalisations, y compris chez les plus de 80 ans. Donc, ce n'est pas un vaccin de seconde zone. Je sais que ça vient dans la mémoire de certains parce qu'on a parlé comme ça en disant qu'il est moins efficace. Il faut regarder l'ensemble des données d'efficacité. Si vous pouvez me prendre, moi je suis pharmacologue, prenez-moi n'importe quelle classe de médicaments, antihypertenseurs, antidépresseurs et autres. Vous avez aussi des différences de profil. Et ça n'en fait pas des médicaments qui sont à jeter par rapport à d'autres qu'on aurait dû absolument prendre. Merci beaucoup. Alors, c'est encore une question pour toi, Jean-Michel. Les effets à long terme au niveau génétique et immunitaire des vaccins, en particulier de l'AstraZeneca, qui touchent à l'ADN. Jean-Michel, on ne t'entend plus. On ne t'entend plus parce que ton micro est coupé. Voilà, donc je voulais mentionner, c'est que au mois de décembre, comme Yvon l'a mentionné, personne ne voulait d'un vaccin ARN parce que c'était du matériel génétique et tout le monde a dit on prendra des vaccins plus classiques, des vaccins adénovirus ou bien des vaccins autres. Et puis effectivement, on s'est rendu compte que les vaccins ARN n'impactent pas le matériel génétique. Et selon la même raison, en fait, ici, les vaccins ADN, ce sont en fait du matériel génétique, c'est vrai également, mais qui va être injecté principalement au niveau de l'épaule en faible quantité, qui va aller dans le noyau et qui ne va pas s'incorporer au matériel génétique des cellules et qui va être rapidement transcrit en ARN et puis traduit en protéines au niveau local pour avoir une réaction avant tout locale, inflammatoire et immunitaire au niveau local. Et donc, le risque de perturbation de l'ADN avec ce type de vaccin est aussi faible certainement que les vaccins ARN, donc les vaccins classiques ARN messager. Sur les données immunitaires, je ne sais pas très bien ce qu'on veut dire, si c'est la réponse à long terme immunitaire, on est dans le même flou que les vaccins ARN, ça veut dire qu'on espère une réponse immunitaire maintenue et qui va perdurer pendant un nombre de mois qui est d'au moins 6 à 12 mois, voire beaucoup plus, peut-être 2 ans. Maintenant, il faudra en reparler différemment, puisque je vous l'ai dit, rien n'exclut que dans 6 mois, on doit refaire un booster ou refaire un vaccin annuel, parce qu'on aura un variant qui sera éventuellement présent en quantité non négligeable. Mais on sait que les données, que ce soit les données des vaccins AstraZeneca et ARN, confèrent une immunité certainement d'au moins 6 à 12 mois après le schéma vaccinal complet, une dose ou surtout 2 doses pour ces 2 vaccins. Merci beaucoup. Alors, AstraZeneca n'aurait pas encore été approuvé pour les plus de 55 ans. Je pense que Jean-Michel l'a bien rappelé. Donc, ce n'est pas tout à fait exact. Il a été approuvé par l'Union européenne sans restriction de tranche d'âge, mais vu l'absence de données d'efficacité clinique au-delà de 55 ans, plusieurs pays, dont la Belgique, ont préféré ne pas le recommander dans cette tranche d'âge-là, tant que ces données n'étaient pas disponibles. Alors Jean-Michel vous a montré, vous avez peut-être pas relevé, mais dans l'étude écossaise qui était surtout destinée à étudier l'excellent effet des 2 vaccins sur l'hospitalisation, mais vous aurez peut-être, si vous avez été attentif, entendu qu'il a souligné qu'en même temps, l'efficacité du vaccin AstraZeneca apparaissait jusqu'à 80 ans et plus. Et donc, c'est une première indication, mais c'est vrai que l'étude que tout le monde attend est une étude américaine commandée par la FDA à la firme sur les plus de 55 ans et qui devrait nous arriver autour de début avril. En termes d'organisation, comment serez-vous certain que les patients de plus de 65 ans auront bien relevé leur boîte mail ou leur GSM? Donc, nous n'en avons évidemment aucune preuve, et pas seulement au-delà de 65 ans.
tout le monde n'est pas digital, et donc tous les citoyens de la première ligne comme la population générale recevra un courrier postal. Donc tout le monde, indépendamment des tranches d'âge, tout le monde recevra un courrier postal. En sus, les personnes pour lesquelles une information digitale est connue, adresse email et SMS et GSM, pardon, recevront une invitation électronique, mais donc on a évidemment été attentif à ne pas exclure, que ce soit chez les personnes plus âgées ou chez les plus jeunes, ceux qui ne sont pas connectés, comme on dit aujourd'hui. Alors, pharmacien qui insiste sur le fait qu'une liste serait transmise à l'AVIC. Tous les pharmaciens ont qui sont donc enregistrés à l'INAMI auront une invitation. Donc, si jamais je vois ici un monsieur ou une dame, enfin je pense que c'est un monsieur, s'inquiète de ne pas avoir été convoqué. Je pense qu'il appartient aux tranches d'âge qui n'ont pas encore été convoquées, puisqu'il semble avoir plus de 55 ans, donc c'est probablement normal qu'il n'a pas encore eu sa convocation. Ce sera probablement pour la semaine prochaine ou la semaine suivante. Néanmoins, un petit mail à vaccin.covid@avic.be permet que nous puissions contrôler qu'il est bien présent dans les bases de données, ce que normalement, à mon sens, il ne devrait pas y avoir de doute. Si on n'est pas à risque, donc ni âge ni comorbidité, la vaccination est prévue. Elle sera simplement un petit peu plus tardive dans l'agenda, mais je vous rappelle que l'objectif est d'inviter toute la population adulte et d'espérer vacciner le maximum d'adultes de notre population, à l'exception des moins de 18 ans et des personnes qui ont une contre-indication à cette vaccination, ce qui est très rare. Il y a très peu de contre-indications à la vaccination dont on parle ici. En dehors de ça, tout le monde sera invité et le but est évidemment de vacciner le plus de gens possible. Alors, une question sur l'immunité acquise chez quelqu'un qui a déjà fait la COVID et sur la question de l'infectiosité des personnes vaccinées. Jean-Michel, deux questions très importantes et très fréquentes d'ailleurs. Mais donc l'immunité acquise, effectivement, comme son nom l'indique, est acquise lors d'une première infection par le virus, la SARS-CoV-2, et notamment la forme wild type, si je puis dire, même s'il y a eu entre-temps des modifications. Et donc, on a des données qui montrent qu'on a une bonne immunité, sans qu'on puisse maintenant proposer de faire une sérologie pour déterminer si c'est le meilleur marqueur de l'efficacité pour savoir si on va ou pas être protégé contre une nouvelle infection. Donc, cette immunité acquise semble perdurer pendant 3 à 6 mois, voire plus, 6 à 8 mois, un peu effectivement, comme j'en ai parlé pour les vaccins. Je n'ai pas dit que les vaccins garantissaient une immunité d'1 an, j'ai mentionné que les données qu'on a jusque maintenant sont assez bonnes, au-delà de 6 mois, 6 mois, 12 mois. Mais les vaccins étant mis sur le marché, étant étudiés depuis le mois de juillet, on ne sait pas aller plus vite que le temps. Et donc, on a des données qui continuent d'être étudiées sur l'efficacité des vaccins dans le temps. Et c'est pour ça que j'ai parlé de 6 à 8 mois et certainement 12 mois. L'immunité acquise est un peu différente. Pourquoi? Parce que l'immunité acquise est une immunité, en tout cas au niveau de l'immunité des anticorps, donc l'immunité humorale, avec des anticorps qui sont plus monoclonaux, donc qui sont dirigés contre la protéine S notamment, mais de façon plus précise et de façon moins polyclonale, alors que ce qu'on appelle l'immunité induite par les vaccins, notamment les vaccins ARN et semble-t-il les vaccins à adénovirus, donnent des taux d'anticorps neutralisants
et deuxièmement, des types d'anticorps qui sont meilleurs. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans certaines études, on montre que l'immunité induite par les vaccins sont meilleures que l'immunité acquise. C'est pour ça d'ailleurs aussi qu'on n'exclut pas les personnes qui ont déjà fait le Covid par le passé d'être revaccinées parce que l'immunité supplémentaire induite par les vaccins est un complément d'immunité. Et enfin, toute la difficulté, c'est, reprenez l'exemple de Manaus, donc la ville d'Amazonie du Brésil, c'est qu'on sait aujourd'hui que suivant certains variants, on a démontré clairement que des personnes qui sont infectées, qui ont été infectées par le passé par rapport à des personnes qui n'ont pas été infectées, on a malheureusement des taux de recontamination qui maintenant sont présents. Et donc rien n'exclut que votre immunité n'échappe à des virus et à des variants comme le variant sud-africain et le variant brésilien. Et on sait là que les vaccins peuvent entraîner une meilleure immunité. Donc, non, on ne garantit rien si on a été porteur d'un virus par le passé ou on a fait la maladie par le passé, quelle que soit l'intensité de la maladie d'ailleurs, de ne pas être réaffecté, de ne pas redévelopper la maladie. Votre micro, Monsieur Angler, s'il vous plaît. Pardon, mes excuses. Une question, je pense, de compréhension. Quelqu'un qui pense que tout le monde va être vacciné avec l'AstraZeneca, non. Dans la première ligne de soins, comme d'ailleurs ce sera le cas pour la population générale, en tout cas tant qu'AstraZeneca n'aura pas une extension de son indication chez nous au-delà de 55 ans, les personnes de plus de 55 ans seront vaccinées avec Pfizer ou Moderna, les personnes de 55 ans ou moins par AstraZeneca. Alors, une remarque sur le français de la page de rendez-vous qui ne serait pas optimal. Je prends note, mais ça veut donc dire que ce monsieur est bien arrivé sur cette page et a pu prendre son rendez-vous, ce qui est évidemment la chose essentielle. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de devoir revacciner tous les 6 mois en jouant à cache-cache avec les variants, demande Bernard. Mais je ne sais pas s'il va voir définir ça comme un risque. Le risque, la définition d'un risque, la probabilité que quelque chose apparaisse. Et donc oui, il y a une probabilité qu'on doive revacciner, comme on le fait chaque année pour la grippe. Est-ce que ce sera tous les 6 mois? Je n'en suis pas sûr. Est-ce qu'il faudra revacciner chaque année? Je n'en suis pas sûr. Ce qu'il y a, c'est qu'on est confronté ici à un risque de variant qui échappe en partie à l'immunité induite par des vaccins. Et les firmes qui développent les vaccins, comme je l'ai mentionné, travaillent sur des vaccins adaptés ou des stratégies adaptées. Ça peut être des vaccins polyvalents. Je n'étais pas né quand le premier vaccin contre la grippe a été mis au point. Mais le vaccin contre la grippe, chaque année, évolue aussi. Vous savez que maintenant, c'est un tétravalent. On adapte aussi les souches chaque année, mais pas toujours. On garde parfois les mêmes souches. Je n'exclus pas que ce soit la même chose dans les années à venir. Et donc, est-ce qu'il faudra vacciner chaque année? Ça, je n'en suis pas sûr. Mais s'adapter, oui, c'est comme tout nouveau vaccin. Le vaccin contre l'hépatite B, quand on a mis la première fois sur les marchés, on avait des données d'études de 6 mois. Après 6 mois, on a constaté qu'il y avait encore une bonne immunité, et puis 1 an, 5 ans, et maintenant on est au-delà de 10 ans. Et donc la nuance, c'est qu'ici, on a effectivement des variants qui nécessitent de s'adapter, mais il n'est pas exclu non plus qu'on ait un vaccin à un moment polyvalent ou une combinaison polyvalente qui permette d'endiguer la réponse aux différents variants pendant des années, 5 ans éventuellement. Et donc, on n'est pas au début de la fin, comme je le dis souvent, on est à la fin du début. C'est maintenant qu'on travaille avec des vaccins, des variants. Et pour répondre à une question qui vient après, est-ce que le remdesivir est à l'origine du variant britannique? C'est vraiment quelque chose impossible à dire aujourd'hui, parce que le remdesivir n'est pas utilisé qu'en Angleterre, loin de là. Il est utilisé dans des pays où il n'y a pas forcément les variants qui sont apparus, notamment aux États-Unis. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très difficile. Par contre, ce qu'on constate, c'est que si on ne vaccine pas
l'ensemble des pays du monde de façon significative, des variants vont apparaître et des variants peuvent apparaître associés à la vaccination aussi par une pression de sélection. Et donc, c'est toute la difficulté des variants avec des virus qui mutent. Et la question, est-ce que ça empêche ou pas l'efficacité d'un vaccin? Ça, c'est ce qu'on étudie au fur et à mesure. Donc peut-être si je peux compléter, essayer de prendre un tout petit pas de recul. Donc, comme toutes les structures biologiques, les virus mutent. Au moment où ils se reproduisent, s'introduisent des erreurs dans la réplication du code génétique et certains virus sont plus mutants que d'autres, ce qui est le cas de la classe de virus dans laquelle se trouve la COVID-19. Et puis, la très grande majorité de ces mutations sont soit silencieuses, n'ont aucun effet, soit posent un problème et nous ne les verrons jamais parce que le virus muté va mourir, va être incapable de se développer à cause de l'erreur du code génétique. Et puis, de temps en temps, cette mutation va lui donner un avantage sélectif. On vit en direct la théorie de l'évolution de Darwin, et c'est le cas du virus anglais, qui est plus infectant que le virus sauvage, et donc progressivement prend sa place, puisque pendant que le premier infecte une personne, lui en infecte une personne, 3, et donc avec le temps, il va progressivement gagner du terrain et le supplanter. La meilleure façon d'empêcher les variants, c'est d'empêcher la multiplication du virus, donc de se faire vacciner. Au plus on vaccinera, au moins le virus se reproduira, au moins il se reproduira, au moins la probabilité de voir apparaître de nouveaux variants. Et alors effectivement, dans la question, Jean-Michel, il y a pourquoi on les appelle anglais, sud-africains, brésiliens, simplement parce que c'est là où on les a détectés, décrits. Néanmoins, pour le sud-africain, par exemple, il est clairement plus fréquent, plus présent en Afrique du Sud que dans beaucoup d'autres pays du monde, probablement par le hasard du fait que c'est là que cette mutation s'est produite la première fois. Il y a quelqu'un qui répond gentiment au pharmacien qui s'inquiétait pour lui expliquer qu'il ne doit pas s'inquiéter. Qu'en est-il des personnes qui ont déjà fait des réactions allergiques de type choc anaphylactique? Jean-Michel, question sur les vaccins et leur effet immunogène. Donc, donc les chocs anaphylactiques sont très rares, hein. Donc ça, il faut déjà le mentionner, quel que soit le vaccin. Et si vous prenez le vaccin Pfizer et le vaccin Moderna, ils sont de l'ordre aujourd'hui de maximum, je dirais, 1 cas tous les 100 000, et encore moins pour Moderna, et certainement quand on reprendra l'ensemble des chiffres, c'est même 1 cas tous les 250, 1 cas tous les 300 000 doses injectées. Le matériel est prêt dans les centres de vaccination, partout où on se fait vacciner, et la surveillance médicale est un suivi de 15 minutes, puisqu'on sait que les chocs anaphylactiques apparaissent pour la plupart des cas en dehors les 15 minutes. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a proposé ces recommandations-là. Et donc, il n'y a pas de contre-indication avec une allergie précédente, y compris un choc anaphylactique, à l'exception d'une allergie grave, un choc anaphylactique à un des composants du vaccin. Et on sait que pour les vaccins ARN messagers, on a du polyéthylène-glycol dans la composition lipidique, ce qui, si le patient a déjà fait un choc anaphylactique avec ce type de composant qui contient du polyéthylène-glycol, peut être contre-indiqué, peut être limité. Et si on développe une réaction anaphylactique après la première dose, on ne recevra pas la deuxième dose donc du vaccin. Donc ça, c'est ce qu'on a. Et donc, si on a déjà fait ou on a déjà eu des risques de réactions anaphylactiques par le passé avec d'autres vaccins, on a fait un algorithme qui est proposé d'être suivi de façon un peu plus longue que 15 minutes, au moins 30 minutes, mais ce n'est pas une contre-indication à la vaccination. Alors, la quarantaine de quelqu'un qui est vacciné si quelqu'un de sa famille contracte le Covid.
Donc à ce stade, il y a justement il y a des discussions en cours au Risk Assessment Group, au RAG, pour voir ce qu'on va proposer. Aujourd'hui, vu la population qui n'est pas assez vaccinée de façon assez importante, on continue à conserver les mêmes règles, qu'on soit vacciné ou pas vacciné. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est quel que soit le vaccin n'est pas efficace dès la première dose, en dehors au minimum 2 semaines pour les vaccins ARN, 3 semaines pour les vaccins AstraZeneca. Et par ailleurs, même après la deuxième dose, à l'exception des hospitalisations, on peut encore développer le Covid pour 2 raisons, parce que le vaccin n'est pas efficace à 100%, et deuxièmement, notamment en raison d'une souche que j'ai dit mutante. Et donc, on recommande aujourd'hui de ne pas changer tant qu'on n'a pas vacciné une population telle qu'on ait des informations suffisantes et les variants que pour réduire ces recommandations qui sont actuellement en cours au niveau entre guillemets, non pas du confinement, mais au niveau de l'isolement des personnes. On a d'ailleurs, il y a toute une discussion dans les maisons de repos, puisque vous avez entendu qu'on allège un certain nombre de mesures très dures qui ont été prises dans les maisons de repos pour lutter contre l'épidémie qui a fait des ravages terribles dans ces structures collectives et où la vaccination a été très très largement suivie par les résidents. Plus de 80% sont aujourd'hui vaccinés et donc il y a un assouplissement prudent et progressif des conditions d'isolement, mais toujours évidemment en gardant les mêmes règles en cas d'infection, puisque nous ne savons pas non plus quelle est la capacité d'une personne vaccinée à ne pas infecter quelqu'un d'autre. Alors, si je ne réponds pas à l'appel prioritaire, est-ce que je serai rappelé en fonction de mon âge? Oui, donc en fait, quelqu'un qui laisse passer sa priorité la perd, elle ne reviendra pas, mais en phase 2, toute la population non vaccinée va être invitée à se vacciner et donc vous seriez réinvité à ce moment-là, sauf si, et vous le verrez dans votre convocation, il y a une case qui est prévue pour dire « je ne veux pas me faire vacciner, j'ai décidé que je ne veux pas me faire vacciner ». Si vous cliquez sur cette information-là, que vous vous positionnez de cette façon-là, on ne vous reconvoque évidemment pas puisque la vaccination est volontaire et qu'on respecte la décision du citoyen de transmettre l'information qu'il ne souhaite pas de vaccination, ce qui est son droit le plus strict. Il sera responsable de la qualité, je suppose que c'est une question qui s'adresse, le « il » c'est le pharmacien, il sera responsable de la qualité qui touche aux médicaments. Le médecin est responsable de la qualité des soins et de la continuité des soins, comme toujours dans les structures collectives, ça fait partie de la loi de l'arrêté 78 sur les responsabilités médicales et d'ailleurs aussi de la loi sur les hôpitaux, c'est toujours le même principe, mais le pharmacien aura une responsabilité évidemment sur le médicament dans les centres. Les logopèdes ayant numéro d'INAMI font-elles partie de la première ligne qui va être vaccinée? De mémoire, la réponse est oui. Alors la question sur est-ce que seuls les psychologues cliniciens qui ont des soins remboursés seront vaccinés? Non, j'aurais peut-être un peu de mal à vous donner le périmètre exact des psychologues qui ont été convoqués dans le cadre de la décision de la liste de la première ligne, mais certainement pas sur des remboursements INAMI. Anticoagulants, Jean-Michel, anticoagulants et vaccination, puisque c'est une intramusculaire. Aucune, comme tu le dis, intramusculaire, aucune contre-indication, juste une surveillance particulière, c'est-à-dire compresser l'endroit où vous avez reçu l'intramusculaire pendant 1 à 2 minutes,
pour éviter un segment qui soit un peu prolongé, mais aucune contre-indication, juste une information. D'ailleurs, là où vous allez être vacciné, on vous posera certainement la question. Et ça veut juste dire que la personne qui fait la vaccination vous demande de compresser à l'endroit où vous avez reçu l'injection. Alors, de nouveau, j'ai répondu le contact thérapeutique. Alors, est-ce qu'on reçoit un document pour la vaccination? Donc, il y a 2 enregistrements distincts. Chaque vaccin est délivré avec un petit document de la firme qui vous sera remis, mais surtout, votre vaccination étant encodée dans la base de données Vaccinet, dont beaucoup de gens ont entendu maintenant parler, fait que vous avez un accès personnel et direct à travers une application qui s'appelle masanté.be à votre statut de vaccination. Et donc là, vous aurez, en plus de documents que vous recevrez à la vaccination elle-même, un accès direct à votre espèce de morceau de votre dossier médical avec la vaccination, et vous pouvez évidemment imprimer votre statut vaccinal. Qu'en est-il des assurances pour les professionnels qui seront volontaires dans les centres de vaccination? Donc, nous prenons une assurance en responsabilité civile et en responsabilité professionnelle qui nous est d'ailleurs offerte par ETIAS. En tout cas, c'est l'information que j'ai eue la semaine passée. On doit évidemment maintenant conclure les documents, mais il y aura évidemment une protection juridique normale dans les centres de vaccination pour les vaccinateurs, mais aussi pour les autres personnes. On peut se tordre la cheville en étant un steward ou un volontaire administratif, évidemment. Délai d'attente après la 2e dose pour un désir de grossesse. Alors, on n'a pas réellement d'inquiétude aujourd'hui par rapport à ces vaccins. On a peu de données concernant la grossesse. Il y a une bonne centaine de grossesses accidentelles déjà dans le registre de surveillance. Et c'est souvent comme ça que les données de sécurité en cours de grossesse s'accumulent pour les vaccins. Il y a pour le vaccin Pfizer des données animales sur tous les paramètres de la grossesse, fécondité, malformation congénitale, problèmes pendant la grossesse qui sont tout à fait rassurantes. Néanmoins, il y a peu de données et la recommandation en Belgique est de ne pas vacciner pendant la grossesse, sauf s'il y a des risques très particuliers qui font que l'intérêt de la vaccination serait majeur. Une femme enceinte avec des comorbidités très importantes, par exemple, qui fait que l'atteinte en cours de grossesse par le virus serait particulièrement dangereuse. Et ça, c'est à décider avec son médecin. En dehors de ça, la recommandation, qui est une recommandation de sécurité, c'est de laisser un espace de 2 mois. Alors, je sais que dans certaines recommandations, c'est 1 mois. Mais donc, pour être uniforme sur l'ensemble des vaccins, c'est de recommander de retarder de 2 mois l'arrêt de la contraception après la 2e dose pour bien espacer la vaccination et la grossesse. Quand va-t-on se faire vacciner quand on est psychologue clinicien? Dans les semaines qui viennent, en fonction de l'âge et de votre lieu de domicile, vous serez convoqué dans un centre proche de chez vous et ils sont en train tous de démarrer un peu à des dates différentes. Ce sont les cercles de médecine générale et les hôpitaux qui l'organisent et donc chacun démarre en fonction de ses capacités. La grande majorité auront tous démarré cette semaine. Sur les 31 centres de mémoire, il y en a, je pense, 22 qui démarrent cette semaine et les 9 restants à partir de la semaine prochaine. Alors, le webinaire du 24 février est-il le même? Oui, je pense qu'il est. Ce sont 2 webinaires à la destination de la première ligne.
entre une vaccination pneumo et une vaccination Covid? Jean-Michel, est-ce que tu veux répondre? Oui, j'ai répondu par écrit, 14 jours entre deux vaccins de façon générale. Voilà, c'est comme pour n'importe quel autre vaccin. Les deux vaccinations en principe dans le même centre. Ça va devenir très compliqué si chacun va à un endroit différent. Les deux rendez-vous sont d'ailleurs pris en même temps. Alors, c'est l'anniversaire de... alors, les plus de 65 ans, c'est pas vraiment comme ça que ça va fonctionner. On va inviter les plus âgés, 85 et plus probablement, puis 75 et plus, puis 70, puis 65, puis 60, puis 50. On va continuer évidemment avec la population générale, mais ce sera évidemment la date d'anniversaire au moment de la convocation. Toutes les infirmières, indépendamment de l'endroit où elles travaillent, font partie de la première ligne de soins et seront invitées à être vaccinées. Non, le pharmacien ne doit pas assurer la conservation du vaccin Pfizer, puisque le vaccin Pfizer ne sera pas conservé dans les centres de vaccination. Il continuera à être conservé dans les hubs hospitaliers. Il n'y aura pas de frigo à moins 80 dans les centres de vaccination. Comment peut-on assumer une responsabilité sans être présent de façon permanente? Parce qu'on a des collègues avec qui on travaille et dont on suit le travail. Tout le monde dort à un certain moment et il n'empêche de pouvoir avoir des responsabilités. 13 centres se sont ajoutés aux 31 prévus, non. Donc la vaccination de la première ligne, c'est 31 centres. Lorsqu'on va basculer dans la phase du grand public, la phase 1B, nous avions déjà annoncé 40 centres, 9 centres majeurs et 31 centres de proximité qui ont été décidés par le gouvernement wallon il y a déjà, je pense, 2 semaines. Et nous avions annoncé que nous y ajouterions un petit nombre de centres itinérants qui seront donc des centres pendant des moments précis pour donner une bonne accessibilité à certaines zones de Wallonie qui sont trop loin des centres. Vous savez que la Wallonie beaucoup plus dispersée que la Flandre, avec des zones de population plus faibles qui ne justifient pas un centre pendant 6 mois en continu, mais ces citoyens ont aussi droit à un centre de proximité. Donc, c'est ces 13 centres-là dont le gouvernement a annoncé la désignation aujourd'hui et qui complète les 40 centres ambulatoires, mais ça n'a rien à voir avec la vaccination de la première ligne, ça viendra après. Vaccination des personnes ayant présenté une forme sévère de Covid. Jean-Michel, tu veux? Donc, là aussi, même concept, on peut vacciner une personne sans problème qui a déjà eu le Covid par le passé. Il y a juste une subtilité, c'est que si on est encore symptomatique, il faut attendre 14 jours après la fin des symptômes du Covid. Et donc, la France, elle recommande, par exemple, de ne pas se faire vacciner avant 3 mois parce qu'ils estiment qu'il y a encore une immunité suffisante. Mais je vous l'ai dit, la Belgique, tant que maintenant, n'a pas suivi cette recommandation. D'ailleurs, la France, ça n'a qu'une recommandation actuellement. Mais donc, quelle que soit la nature du Covid précédent, pour autant qu'elle soit PCR positive, bien évidemment, il n'y a pas de limitation à se faire vacciner en Belgique avec les 2 doses pour les vaccins à 2 doses. Je vous le dis, il y a juste que soit on attend, si vous êtes asymptomatique, 14 jours après la PCR, et si vous êtes symptomatique, 14 jours après la fin des symptômes aigus, je parle ici, bien évidemment. Très bien. Alors, on vient de répondre à la question de l'immunité.
Alors, oui, il n'y a pas de secret. Tout le monde a droit, évidemment, à connaître le vaccin qui lui est attribué. Il n'y a pas la possibilité de choisir son vaccin dans une campagne de vaccination massive comme celle que nous faisons aujourd'hui. C'est absolument impossible, mais il n'y a évidemment aucun secret autour de cela et tout le monde aura évidemment accès aux informations concernant son vaccin. Personne allergique, je pense qu'on a... Ah ben je vois que Jean-Michel a même répondu par écrit. Les effets secondaires graves à long terme, Jean-Michel, question de quelqu'un qui s'inquiète. Oui, je peux vous dire, c'est qu'on a mis un système en place de pharmacovigilance avec ces vaccins qui n'a jamais été mis en place avec n'importe quel vaccin par le passé. Et donc, qu'est-ce qu'on s'attend comme effet indésirable grave à long terme? C'est ceux qui pourraient être liés à une augmentation de risque de maladies auto-immunes notamment, comme le syndrome de Guillain-Barré, pour ne citer que celui-là. Actuellement, donc on a un système de suivi fréquent de l'ensemble des personnes qui sont vaccinées qui vont rapporter ces effets indésirables, pas uniquement en Belgique, bien évidemment, au niveau européen, au niveau de la FDA, vous doutez bien que les vaccins sont utilisés de façon très significative et il n'y a pas de raison de penser qu'on ait plus de risques avec les vaccins précédents. Et pour ces effets indésirables à long terme, je vous invite à me donner des exemples d'effets indésirables à long terme avec les vaccins. Il y en a en fait très très peu qui ont été décrits par le passé. Il y a eu des risques, on a parlé d'autisme avec les vaccins rougeole, rubéole, oreillon qui n'ont jamais été en finale démontrés, des risques de syndrome de Guillain-Barré en 1976 avec la grippe. Et maintenant qui ne sont plus du tout d'ailleurs identifiés. Et avec le vaccin, ce qui est vrai, c'est que lors de la pandémie H1N1 en 2009, on a eu un syndrome qui est apparu à plus long terme qu'on appelle des narcolepsies avec un vaccin, le vaccin Pandemrix, et qui est également étudié, mais qui était plus lié au vaccin en tant que tel et à un effet pour mimer, si vous voulez, une protéine particulière. Et donc tout ça a été étudié. Ce sont des risques qui sont excessivement faibles quand on connaît la vaccination et les risques associés à la vaccination en général. Si vous parlez de toute une série d'autres médicaments, je peux vous les citer sans problème, les anti-inflammatoires, les antidépresseurs, les pilules contraceptives. Là, on a des risques bien connus à long terme, beaucoup plus fréquents d'ailleurs que tout ce qui peut se passer avec l'ensemble des vaccins actuellement. Mais donc, globalement, en risque absolu, le risque est certainement très faible et ils sont suivis pour être identifiés le plus tôt possible. Si risque il y a, je tiens bien évidemment à préciser. Merci beaucoup Jean-Michel. On va s'arrêter là, il est déjà 17h43. On a répondu à beaucoup de questions, il y en a encore. C'est chaque fois comme ça, il n'y a rien à faire. Vous êtes avide de poser des questions, ce qui est magnifique, mais le temps est écoulé, donc je pense qu'il faut qu'on arrête ici. Je vous remercie toutes et tous pour votre implication, votre intérêt. On voit bien qu'il y a beaucoup d'attention et d'intérêt pour cette vaccination qui est vraiment, je pense, pour nous, on en est convaincu, une des meilleures armes que nous avons pour sortir de ce cauchemar et de cette pandémie. Voilà, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et vous savez que nous comptons aussi sur vous pour informer autour de vous la population qui se pose des questions sur la vaccination à partir de tout ce qu'on a partagé ensemble cet après-midi. Je vous remercie beaucoup. Je remercie encore une fois le professeur Donnier et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir et à bientôt. Bonne soirée.